Donc j'ai utilisé une bougie NGK CR8 EH9. Là, coupé et là modifié, soudé. Pour souder donc le manchon sur la bougie, j'ai utilisé ce liquide Soudal utilisé en plomberie qui permet, contient 60% d'étain, permet de souder étamage des métaux, donc tous les métaux, hein, à l'exception de la fonte et de l'aluminium. Donc ça c'est de l'acier. Donc ça accroche là-dessus. Il accroche bien sur l'acier. Là, c'est un liquide pâteux, liquide quand même, que l'on met se répartit et après on chauffe. Et quand on chauffe, ce liquide se solidifie, il fond, il se solidifie après. Quand il refroidit, il se solidifie. Après, une fois gratté, ben, c'est la couleur de à peu près la même chose que ça. D'ailleurs, ça se mélange bien l'un avec l'autre. Mais celui-là, c'est simplement le cuivre et ses alliages. Voilà. Donc là, on ne sait pas quels sont les autres composants. Est-ce qu'il y a du plomb ou pas? Voilà. C'est comme ça que j'ai soudé le manchon sur la bougie. Donc, ici, le manchon en vissant même, là, vous voyez, il y a un petit jeu malgré tout, n'est-ce pas? Parce que je ne sais pas du tout le type de pamétrie qu'ils ont utilisé, les Chinois. Et là, moi je vais visser contre le joint, là. Je le graisse bien pour que ça glisse. Et après, il sera vissé à la main. Je n'utilise pas de clé, là. Et je finis de le visser avec la clé à bougie au couple. Une fois que les vissé bien au couple, donc j'aurai l'étanchéité assurée par la rondelle de la bougie, rondelle d'origine. Après, je le remets dessus et là, je vais le visser vraiment bien. C'est-à-dire qu'à la main, sur la moto, j'ai jusqu'à, enfin vraiment bien, jusqu'à écraser un petit peu le joint. Vous voyez, j'ai mis de la graisse au préalable pour pas avoir de fuite, c'est tout. C'est pas peine d'écraser à fond, c'est un joint torique. Et là, j'aurai l'étanchéité. Et après, quand je vais dévisser pour enlever ça, j'aurai pas ici que ça se dévisse, mais ça va se dévisser là facilement. Ici, je l'ai vissé à la main, l'un dans l'autre, en force. J'ai même utilisé une petite clé là, mais bon, en force. Il y a un joint torique également. Vous voyez ici, le joint torique vient en appui. Et donc je l'ai vissé dedans. Lui, par rapport à lui, vraiment en force. Lui, il faut que ça soit fixe, indémontable. Ici, du moment que cette partie-là, du moment que je me visse juste à écraser le joint pour assurer l'étanchéité, c'est suffisant. Parce qu'après, il faut que je puisse retirer ça et ne pas être bloqué avec lui dedans. Parce que là, je serais vraiment embêté. Parce que après, si vous avez la bougie, puis ça, dans l'orifice, vous ne pourrez pas introduire une clé à bougie pour enlever lui. Vous ne pouvez pas, ça passe pas autour. Il n'y a pas assez de place pour introduire une clé. Donc vous allez être un peu embêté. Donc ici on écrase un petit peu, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de fuite. Donc voilà le danger que vous pouvez avoir avec les manchons chinois. Surtout que là c'était matière acier. Ça c'est cémente, c'est matière acier, ça c'est alu. Et lui, il bouffe l'alu de la culasse. Hein.
taraudage de la bougie. Il existe des boîtes où ils vendent les manchons en laiton. C'est toujours mieux le laiton que cet acier là. Ça vaut rien ça. Donc là j'ai réglé mon compresseur d'air à, bon, par exemple à 8 bars. Et après je règle la molette de sortie ici pour l'avoir à moins de 7 bars. Parce qu'ils disent d'utiliser entre, je crois, 3 et 7 bars. Moi je suis entre 6 et 7. Et ensuite, une fois que j'ai réglé la pression de sortie à moins de 7 bars, je coupe le compresseur pour pas qu'il se mette en marche pendant que j'utiliserai mon appareil de mesure. Donc je me suis mis en position point mort haut pour le cylindre numéro 1, en vérifiant bien sûr qu'on a les petits tréfins à l'avant des arbres à cames situés à l'extérieur des culasses. Ici c'est pareil là. Je sais pas si on le voit très bien. Le petit tréfin situé à l'extérieur. Donc là, je suis en point mort haut pour le cylindre numéro 1. Donc avant de brancher l'arrivée du conduit d'air du compresseur, ici à gauche, il faut désactiver l'appareil de mesure. Pour ça, on va tourner la molette dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire qu'on dévisse. Hop, j'arrive en petite butée, je suis dévissé à fond. Avant de rebrancher, de brancher ce connecteur là. Avec une main, c'est pas facile. Donc une fois qu'on l'a branché, il faut calibrer l'appareil de mesure en tournant la molette maintenant dans le sens horaire, c'est-à-dire je visse. Donc je visse, je continue à visser. Hop, les aiguilles commencent à bouger, donc je continue à visser encore. Et normalement, je dois venir à, soi-disant, à la limite de la zone jaune. La limite de la zone jaune, c'est-à-dire la position 0. Il faut que l'aiguille ici arrive à 0. Donc, je visse. Continue à visser. Alors, bien sûr, j'ai suspendu l'appareil de mesure à la poignée pour faciliter. Donc là, je suis dans zone verte. Il faut que j'arrive jusqu'à 0. Alors, on va y aller doucement. C'est encore un peu. Alors là, je suis vissé à fond. J'arrive pas au 100 psi et j'arrive pas au 0. Mais je suis dans la zone jaune. Bon, bien sûr, ce côté-ci, c'est complètement déconnecté de la moto. Donc là, j'ai redévissé la molette à fond pour le désactiver. Et j'ai débranché le conduit. Sur mon compresseur, je l'ai mis à 7 piles. Sorti cette pile. J'ai rebranché.
J'ai revissé la molette et j'arrive à l'avoir à 0. Donc le problème, c'est que j'avais ma pression ici n'était pas de 7 bars. Et donc l'aiguille ne parvenait pas à descendre jusqu'au 0. Maintenant j'ai bien aux alentours des 100 psi. Et là je suis à 0. Maintenant je peux raccorder le manchon. Voilà, le manchon est raccordé. Et donc maintenant, on peut voir ici que je suis en zone, toujours sur le 0, en zone jaune. Donc là, je suis en 0 moins le quart. Et je vais voir combien de temps ça maintient la pression. Alors j'entends un léger sifflement, soufflement, je veux dire. Un bruit, mais très fin. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc je vais utiliser mon stéthoscope à l'oreille pour voir d'où vient le bruit. Alors il me semble que ça vient par là, par ici. Ça semble venir du bas moteur. Quand je passe par ce tube là, je vais vers le bas moteur. On va vers le Villebrequin, c'est-à-dire les paliers de bielle, donc on se retrouve sous les pistons. C'est très faible comme bruit. Alors, je vais essayer de vous faire entendre le bruit. Peut-être qu'on entendrait plus fort qu'il ne l'est en réalité, mais bon, je vais essayer de mettre le tube devant le micro. Voilà. C'est le bruit qu'on entend. Ce bruit, on entend beaucoup plus donc dans ce trou-là que comme ça dehors. Dehors, on entend un petit peu. Au niveau de la bougie, on entend un petit peu, mais très faible. Là, très faible. On entend surtout au niveau donc de quand on va dans le bas moteur. Alors, au niveau de l'échappement, on n'entend rien. Ou alors c'est un truc vraiment insignifiant, sourd, mais vraiment, on n'entend vraiment rien. Je dirais même que le bruit vient pas de là, donc je vais quand même vous faire entendre au micro si ça marche. Là, on n'entend rien. Ah oui, il faut savoir que le pot, les deux sorties de pot communiquent ensemble. On peut pas dire que le pot droit soit les siennes droites et le gauche soit de gauche. Et là c'est pareil, il n'y a rien quoi. Donc ça vient pas des soupapes d'échappement. Après ici on a le carbu, on a à ce niveau-là les entrées d'air. Ces deux tubes-là, les entrées d'air pour l'admission. Ça c'est les carbus côté droit. Donc là c'est les soupapes d'admission ça. Ça communique avec soupapes d'admission d'air mélangées avec l'essence. Donc
Là, je vais introduire le tube aussi. Hop, dans l'un et dans l'autre. Enfin, celui-là, non, je suis en train de vérifier le cylindre numéro 1. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là, le cylindre numéro 1. Voilà, bon, j'entends un petit quelque chose sourd, mais ça sort pas de là. On voit que c'est un bruit qui est un petit peu lointain. Donc, je pense pas que ça vienne de là. Voilà, donc ça vient pas de là, hein, à mon avis. C'est pas l'échappable d'admission ni l'échappable d'échappement. Donc ça doit être une petite fuite au niveau de la segmentation. Défaut d'étanchéité, ou alors c'est l'usure normale parce qu'il est plus tout neuf ce moteur, hein, ça a roulé, hein. Mais elle consomme pas d'huile, donc voilà l'état du cylindre numéro 1. Une petite fuite au niveau segmentation à mon avis. Pour vérifier s'il y a une fuite au niveau plan de joint de la culasse. Ce qui est possible aussi, hein, c'est-à-dire au niveau de la culasse, on pourrait avoir une fuite d'air qui va, par exemple, vers le liquide de refroidissement. Mais que j'y crois pas, elle ne consomme pas d'eau. Cette moto ne consomme pas d'eau. J'ai toujours eu le niveau de liquide de refroidissement stable. Après ici, je pourrais mesurer enfin mesurer. Mais ça c'est moteur tournant, voir s'il y a des bulles qui sortent ou bon, mais ça, si ça monte en température, ça risque de baver par ici en pression. Donc il y a un outil spécial qui vendent. Mais je pense pas que ça vienne de là. Je dirais même que c'est un bruit. Si c'est question bruit, c'est normal qu'il y ait un petit peu de bruit. Donc là, ça fait déjà 10 bonnes minutes. 12 minutes que c'est en compression. Donc ici, dû à la microfuite, l'aiguille a tendance à descendre, mais je suis toujours dans le jaune, hein. C'est-à-dire je suis pas mal, je pense. C'est même excessif. Alors, dans la notice, ils disent que quand c'est dans une intensité excessive, ça voudrait dire que le point Moreau a bougé. Mais non, ça n'a pas bougé, j'ai vérifié, parce que j'ai mis là, j'ai enclenché une vitesse. Si vous n'enclenchez pas de vitesse, l'action de la compression va faire bouger les pistons vers le bas. Donc vous ne serez plus en point Moreau. Moi, comme j'ai mis la vitesse numéro 1, je suis bien maintenu au point Moreau. Donc comme je suis au point Moreau, mes soupapes sont bien fermées, sont toutes fermées. Donc moi je suis en zone jaune, c'est-à-dire moteur en bon état. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir mieux pour ce cylindre numéro 1. Donc ici, ça voudrait dire que j'ai pratiquement 0% de fuite. Alors vous voyez, on est presque à 20 minutes de compression, temps de compression. Donc après 20 minutes de temps de compression, je suis à 5% de fuite. 5. C'est pas beaucoup. C'est même très bon. Alors il faut savoir que
mon moteur en fonctionnement. Là, on est en train de faire un essai de mesure qui se fait d'ailleurs en statique, c'est-à-dire non en dynamique. On est en statique, c'est-à-dire moteur non fonctionnant. Alors le moteur, il est vraiment froid là, hein. Normalement, il faudrait, avant de faire ces tests-là, le faire tourner pour qu'il soit chaud. Bon, moi là, je l'ai fait moteur froid. Avec un moteur chaud, les mesures seraient un petit peu différentes, hein, parce qu'il y a dilatation des métaux. Donc il faut savoir que mon test là, il est fait moteur froid. Mais normalement, il faut le faire au moteur moyennement chaud. Alors pour voir si les segments sont foutus, eh bien, on utiliserait un autre appareil de mesure qui n'est pas celui-là. Pour vérifier le taux de compression du cylindre numéro 1, mais là ça se ferait en dynamique, c'est-à-dire qu'on donnerait des petits coups de démarreur. Bon, on aura préalablement retiré les 4 bougies hein, pour que ça ne démarre pas. Et là on mesurerait le taux de compression d'un cylindre. Et ensuite on mettrait un petit peu d'huile, mais très peu, je crois que c'est 5 ml d'huile par l'orifice de la bougie. Et ensuite, on referait le test en prenant des compressions avec l'autre appareil de mesure, hein, pas celui-là, je répète. Et là, on vérifierait la différence de compression. Si la compression augmenterait, le taux de compression en dynamique, il augmenterait, ça voudrait dire que on aurait une usure segmentation. Vous voyez, ça c'est la notice de l'autre appareil que plus tard je ferai peut-être une vidéo sur ça. C'est-à-dire que on met de l'huile dans le cylindre pour vérifier si les segments sont usés, au cas où la compression augmenterait les segments ou alors la paroi du cylindre sont usés. Donc pour mon test de compression du C numéro 1 avec cet appareil, je suis quand même satisfait parce que je suis toujours en zone jaune après plus de maintenant 22 minutes de fonctionnement, de mise en compression. Et après, il faut dire que quand je rentre, donc là, il y a une perte d'air, c'est normal qu'il y ait une perte d'air, hein, c'est pas 100% étanche. Hein. Et je suis pas encore dans la zone verte, et dans la zone verte, j'ai une marge énorme, c'est-à-dire, vous imaginez là, on a 20%, et là on a même 30% de zone verte. Hein. Alors là, il est écrit dans la notice que même sur les nouveaux moteurs, sur les moteurs neufs, il y a toujours de légères fuites au niveau des segments. Après, dans le cas d'un moteur neuf, à faible kilométrage, ils disent que s'il y a une fuite excessive, ça veut dire que les segments sont bloqués. Bon, moi, c'est pas un moteur neuf, c'est un moteur d'occasion. Et pour que les segments sont bloqués, ça se pourrait aussi, soi-disant, avec un peu de calamine. Mais je crois pas. Dans ce cas, ils disent de mettre une huile de correction. Alors peut-être que c'est une huile plus fine, plus fluide. Ensuite, dans la notice, ils disent que entre chaque cylindre, il peut y avoir une différence qui peut tolérable, qui va entre 15 et 30%. Bon, j'ai pas encore mesuré les autres cylindres, on verra ça après. Donc voilà, je suis pratiquement à une demi-heure de fonctionnement. Donc après demi-heure, je vais bientôt rentrer dans la zone verte.
Bon, je donne mon essai comme concluant, déjà que je suis parti dans la zone très bon, dans la zone jaune. Alors il faut savoir qu'au début, quand on étalonne ça, il faut vraiment avoir ici 7%, parce que tout à l'heure j'avais moins de 7% ici, de 7 barres je veux dire. Et quand on commence et on n'est pas à 0, l'aiguille, vous voyez, elle a tendance à commencer ici. Donc c'est obligatoire de commencer à 0 ici, de étalonner notre manomètre à 0 avant de brancher ça. Hein, avant de le brancher, de le relier au cylindre, il faut étalonner à 0. Il ne faut pas commencer avec l'aiguille ici par exemple. Ce serait complètement faux. J'imagine que si je commençais ici, je finirais l'aiguille vers là, dans le vert, mais plus par là, ce que j'avais tout à l'heure, je crois. Donc voilà, il faut vraiment l'étalonner à 0, comme ils disent dans la notice. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà le test cylindre numéro 1 qui est terminé. Donc là je vais désactiver l'appareil de mesure. Je suis en train de désactiver. Et après, j'ai débranché ça. Donc celui-là, quand on le débranche, on entend un ploc. Il est sous pression. Toc. Là, vous remarquerez qu'ici, il y a une petite valve anti-retour. Là. Hop. Vous voyez, j'ai appuyé, ça. Poc. C'est une petite valve anti-retour. C'est les mêmes valves qu'on retrouve dans les pneus des voitures. C'est vissé dedans. Ça peut se démonter. Voilà. Si on appuie avec un tournevis, ce sera mieux. Mais oh, j'ai fait avec le dos là. C'est sorti un petit. Voilà, là, il est complètement désactivé. Je vais vous parler sur l'embout M10. Parce que vous voyez, au fond, il y a un autre embout que je me suis fabriqué. Donc je vais l'enlever avec la clé à bougie normale. Alors je vais dévisser, hop, mon embout. Là, ça sursaute un peu. C'est dévissé. Là. Donc c'est avec une clé à bougie normale. Hein. Alors ça, c'est un embout que j'ai fabriqué en plus de l'embout normal. Et vous me direz pourquoi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y avait 4 embouts. Il y avait un embout M10, c'est celui-ci là. Et le filetage, c'est pas du M10, c'est du 9,5. Comme vous voyez là, j'ai du 9,5. C'est pas bon. Par contre, si on regarde mon manchon que je me suis fait, c'est à 9,7, 9,8. Alors vous me direz, on n'est pas très loin. Ce qui, avec le manchon chinois, eh bien, ça vous bouffe le filetage. Vous allez perdre 2 filets, comme c'est le cas ici. Si c'est pas 2 filets complets, en tout cas, c'est le sommet de 2 filets. Sur la culasse. Hein. C'est de l'alu, ça. Alors pourquoi? Mais il me semble que la pente des filets, l'inclinaison des filets, n'est pas tout à fait la même non plus.
Les filets du manchon chinois sont plus inclinés, j'ai l'impression. Mais bon, le fait est que ça bouffe les filets, donc danger. Alors j'ai remarqué que ce filetage-là, par contre, il se visse très bien sur ces petits manchons de, je sais pas, c'est plomberie ou de gaz, en laiton. Ça se visse très bien là-dessus. C'est un manchon de ce style-là, hein, avec des diamètres différents, que j'ai adapté là-dessus. Et ça se visse très bien. Donc j'ai utilisé des bougies, une bougie quoi. La bougie, je l'ai défoncée. J'ai cassé la porcelaine et je lui ai coupé le bout. Ensuite, j'ai pas creusé de ce côté-là, c'est de l'autre côté que j'ai défoncé pour enlever. Donc de ce côté-ci, en cassant la porcelaine, je casse ce bout-là. De ce côté-ci, j'enfonce jusqu'à ce que ça ressorte de la porcelaine ici vers le haut, et j'ai défoncé aussi le petit rebord là en gardant ça pour la clé à bougie. Le petit rebord, je l'ai défoncé pour que la porcelaine sorte avec ce bout là. Et j'ai remarqué qu'ici, cette bougie, que c'est une Bosch, que j'avais un petit anneau tout autour. Là, il est défoncé là, qui retenait. Bon, après on arrive à le défoncer, ça vous libère tout l'intérieur. Et après, on se retrouve donc avec un truc là, vous voyez, ouais, comme ça là, qui est parfait. Et ensuite, j'ai donc soudé le manchon en laiton dans le trou, parce qu'on se retrouve avec un trou cylindrique. Le manchon en laiton, il a un filetage. Cylindre à vérifier, c'est le cylindre avant gauche, c'est-à-dire le cylindre numéro 2. Donc, je regarde. Je me suis mis au point Moreau, c'est-à-dire en position TF4. Dans cette position point mort haut pour le cylindre numéro 2, j'ai les petits traits fins des cames, les deux petits traits fins des extrémités des cames qui sont situés qui sont orientés vers l'extérieur. Vous voyez celui-là, orienté vers l'extérieur, et celui-ci aussi orienté vers l'extérieur. Donc je suis bien en position point mort haut. Alors, petite vérification que l'on peut faire, confirmant qu'on est bien en point Moreau également, hein, c'est de vérifier que les poussoirs tournent dans leur logement. Donc, normalement, comme les cames n'appuient pas sur les poussoirs, vu qu'on est en point Moreau, le poussoir est libre en rotation. Vous voyez là, avec le bout d'un tournevis, on arrive à le faire tourner facilement. Pareil pour l'autre poussoir de l'admission, il est libéré. Pareil pour le poussoir de l'échappement, ça tourne bien. Et pareil pour l'autre poussoir de l'échappement, qui tourne en rotation. Voilà. Tourne en rotation.
Donc je vais actionner mon compresseur. Voilà, j'ai arrêté mon compresseur. J'ajuste un petit peu. Je suis à 7 bars. Voilà, j'ai branché le manchon. J'ai fait l'étalonnage avec la molette du manomètre en position 0, sur le 0. Attends, je vais brancher le... Je vais le relier au cylindre. Donc voilà, j'ai branché le maneton, enfin le maneton, le manchon. Et ça a fui un peu, j'ai une fuite immédiate. Ça a descendu du 0 au jaune et ça continue à descendre. Là, ça a l'air de... Voyons, ça stagne. Oh, le bruit m'a l'air d'être un petit peu plus important que le dernier cylindre que je viens de faire. Oui, regardez le bruit qu'on entend. Je retire de l'écoute du micro. Là, je remets le tube sur le micro. Ok, là, c'est le moteur qui me parle. Ok. Je te réécoute, ok. Voilà, donc on entend un bruit qui est, comment dire, qui semble être un petit peu plus fort que le dernier que je viens de faire, qui me semblait être lui aussi plus fort. Voilà, ça c'est le... Donc, quand j'ai fait mon test en dynamique, un moteur tournant, que je mettais mon tube là-dedans, je mettais comme ça, là, c'est là que j'entendais des claquements. Et voilà le résultat que ça me donne. C'est-à-dire très bon. Un très bon moteur. Et puis dans la zone, cette zone-ci qui est bonne. Hein. Donc je vais marquer le temps. Donc le temps, et on va revenir voir. Ah, ici 22 minutes environ. Hein, et on verra ce qui s'est passé. Faire entendre le bruit qu'on entend par là. C'est-à-dire par l'admission, mais bon, il y a le carbu qui bouche, qui empêche d'entendre bien comme il faut. Bon, c'est comme les autres, on entend un bruit, mais qui n'est pas important. Voilà.
Après, je vais vous faire entendre par le pot d'échappement, par le silencieux, le bruit que ça fait, que c'est pratiquement inaudible. C'est quelque chose de très lointain. Donc voilà quoi. À part le bruit qu'on entend qui s'écoule dans le bas moteur. Voilà quoi. Vous avez vu le bruit qu'on entend. On a passé 22 minutes. Ici j'ai 7 bars dans la cuve du compresseur et mon robinet le maintient toujours à 7 bars. Les manomètres du testeur montrent que je suis toujours bon. C'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai, même, ce cylindre. Ce cylindre numéro 2. Il est toujours bon. Voilà. Donc là, ça fait maintenant exactement 30 minutes qu'il est sous compression. Donc pour moi, ce cylindre est en bon état. Piston, segment, j'ai rien à dire. Hein. Je vais donner donc comme étant concluant mon test de détecteur de fuite. M'indiquant dans les 4 cylindres que ça maintient quand même la compression. Ça maintient la compression. On n'a pas l'aiguille qui d'entrée passe en zone modérée ou alarmante, excessif. On n'a pas ça. Je reste dans les bonnes compressions, dans les bonnes zones vertes et zones jaunes, ici 7. Bonne position. Maintenant faire le test de fuite de compression au cylindre numéro 3. Alors toujours en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on vient au repère TF1. Donc je suis bien en position point mort haut pour le cylindre 3 et cette fois-ci j'ai les traits fins dirigés vers l'intérieur. Les traits fins
des arbres à cames. J'ai branché donc ma pression de cette barre. J'ai étalonné avec la molette le manomètre à 0. Je vais donc brancher maintenant le cylindre. Voilà, ça a été branché. On est à 0. Donc j'ai pas de perte de... Pas de perte de compression. Là je m'étais mis à 0 et là j'ai un petit peu plus de 100 psy. Alors ici j'ai l'aiguille qui descend assez vite. Là, ça a stagné. Elle descend très doucement. Mais quand même j'ai l'impression que c'est plus vite que les autres cylindres. Donc ici aussi j'ai introduit le tube et j'entends de l'air. Je vais essayer de faire écouter au micro. Voilà, on entend un écoulement d'air au niveau du carter d'huile, c'est-à-dire sous les pistons, quoi. Donc on entend, je me répète sur le bruit, un léger bullage, comme si de l'air sortait en faisant des petites bulles dans de l'huile. Donc, effectivement, c'est un bruit qui est un peu différent des autres. On va réécouter. Mettre ça devant le micro. Voilà, donc un bruit un peu différent. Et là, j'ai l'aiguille qui est très bonne. Donc je vais compter le temps. Donc on compte le temps et on va voir dans 22 minutes qu'est-ce qui se passe, ou dans une demi-heure. Bon. C'est des tests qu'on en fait. À savoir que mon compresseur pour l'instant il maintient bien la pression. J'ai pas de chute de pression dans la cuve et il maintient bien la pression.
Donc le bruit que j'entends, c'est un petit bruit avec un petit bullage, peut-être pour les segments. Et donc on part dans cette position-là, le test. Je suis dans le jaune, et on va voir ce que ça donne d'ici 20 minutes peut-être. Donc là il s'est passé environ 11 minutes. Au bout de 11 minutes, on est en train de rentrer dans la zone verte. Avec... je dois avoir là environ 11% de perte peut-être. Ici j'ai mes pressions du compresseur qui commence à faiblir. Et mon régulateur aussi, par conséquent, il faiblit, il s'ajuste sur la pression du compresseur. Maintenant, on en est à 22 minutes que le cylindre numéro 3, le cylindre numéro 3 est sous compression. Et donc, nous sommes passés en zone verte avec 20% de différence entre l'entrée et la sortie. Il nous indique donc qu'il y a une perte dans un cylindre, mais je suis toujours dans la zone verte, c'est-à-dire très bon. Bon, pour moi, ceci est un numéro 3, n'a rien de particulier. D'entrée, le manomètre m'a indiqué que j'étais en bonne position, et pratiquement maintenant 27 minutes, hein, presque demi-heure après, je suis toujours en zone rouge, en jaune verte, c'est-à-dire très bon quoi. Maintenant nous allons mesurer les fuites de pression qu'il y a dans le cylindre numéro 4, celui-ci. Donc on va se mettre en position point Moreau pour ce cylindre, c'est-à-dire en position TF4. Dans cette position TF4, nous aurons les petits traits horizontaux aux extrémités des arbres à cames dirigés vers l'intérieur, ce qui nous confirme que nous sommes en bonne position point Moreau pour le cylindre numéro 4. Mon compresseur, je vais régler le débit de sortie sur 7 bars. Je dévisse complètement l'appareil de mesure pour le désactiver et je lui branche l'entrée d'air du compresseur. L'entrée d'air comprimée à 7 bars a été branchée. Donc à présent, je vais régler mon manomètre. Je vais ce qu'on appelle l'étalonner. Jusqu'à ce qu'il soit en position 0, c'est-à-dire sans psi. Alors comme tout à l'heure, je me suis étalonné, j'ai vissé à fond, à vrai dire. Et j'arrive pas à m'étalonner à 0, donc mon entrée d'air, il faut que j'augmente la pression d'entrée d'air. Après avoir réglé le manomètre un tout petit peu plus fort, c'est à 7,5. On justifie ça parce que la longueur de mon
de mon tube est très long. C'est un serpentin. C'est très long, donc en bout, pour que j'ai 7 barres, il faut que j'injecte 7,5. Et donc après avoir branché la connexion, je parviens, grâce à ma molette, à atteindre le 0. Et après, donc, maintenant, je vais brancher directement ça. Voilà, je l'ai branché. Et on voit bien que je suis toujours sur le 0, donc très bonne compression, ça me dit. Hein. Sans psy. Voilà. Et là, pareil, j'entends un bruit d'air, mais qui provient du carter d'huile. Carter d'huile. Vous voyez le trou d'en bas là. C'est par là qu'on entend l'affût d'air qui est similaire. L'intensité du bruit est similaire au cylindre numéro 1. Donc là, on va compter le temps. Comme pour le cylindre numéro 1, je vais lui donner environ dans les 20 minutes ou 22 minutes en sous compression pour voir ce que ça donne. Alors en utilisant le stéthoscope, je m'aperçois que le bruit est tout de même un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. Si je l'introduis dedans, dans l'orifice du carter, et que j'essaye de le faire entendre au micro du portable. Alors je sais pas si vous l'avez entendu, mais on l'entend un petit peu plus fort quand même. Hein. Et ici, je suis toujours dans la zone jaune bonne, dans le 7. Et ça fait que 2 minutes et demie environ, ou 3 minutes, et c'est en train de descendre. Donc il y a une petite fuite au niveau segmentation, je pense. Mais bon, je suis toujours considéré bon. Alors il faut dire que la segmentation, elle est tiercée. Hein. C'est-à-dire que vous avez une ouverture, le segment il a une ouverture ici, une fente. Par laquelle peut passer l'air. Même si après, une fois dans le cylindre, cette fente se rétrécit, parce que le segment est comprimé, mais vous pouvez avoir une petite passage d'air. Après, vous avez le segment d'étanchéité qui a l'ouverture ici, vous voyez, à 120 degrés. Il a aussi une fente. Ensuite, vous avez donc c'était segment feu, segment d'étanchéité. Après, on a le segment racleur. Ces deux-là sont segment racleur, ces deux-là. Ah non, c'est celui d'en bas. Celui d'en haut et celui d'en bas. Bon, eux aussi sont tiercés avec une fente, donc l'air peut passer. Ici aussi, l'air peut passer. Et là, on a un anneau d'expansion. Un anneau d'expansion qui lui aussi peut laisser passer quantité d'air minimale. Hein. Après, bien sûr, si vous avez un cylindre des fois un petit peu déformé, rayé, l'air passera. Mais dans tous les cas, il y aura toujours un petit quelque chose qui passera. Hein. C'est normal. Hein. Avec le temps, les segments aussi, ils perdent de leur élasticité. Ils perdent de leur élasticité, quoi. Ils ont plus cette faculté de tirer vers l'extérieur pour assurer l'étanchéité.
Après là, bon, il y a un petit jeu latéral, mais c'est pas ça qui est... Voilà. Donc là, ça fait environ 7 minutes. C'est sous compression. Donc je suis, après 7 minutes, toujours dans la zone jaune, mais je vois que ça descend. Et ici, forcément, la pression diminue. J'ai plus 7 bars. Hein. J'arrive vers les 6,5 bientôt. Alors il faut savoir que c'est cette barre de compression que j'ai là, hein, qui pour ce moteur, bon, c'est en statique. C'est en statique. En dynamique, c'est préconisé, je crois, dans les 14 bars. Vous voyez ici, pression de compression, 14 bars, plus ou moins de bars, à 400 tours minute, c'est en dynamique, quand le moteur tourne, ou plutôt quand il tourne, quand on fait le test, en faisant tourner 2 ou 3 coups de tour de bielle, quoi. Alors il faut dire que mon endoscope, si je fais la mesure ici, là, enfin si j'écoute ici, c'est pas très valable parce que normalement il faudrait enlever la rampe de carburateur. On a accès directement à certaines soupapes, ces soupapes d'admission d'essence. Là peut-être on pourrait vérifier davantage. Hein. Après ce qu'on peut, on aurait l'admission, et pour l'échappement, c'est pour l'échappement, quoi. On se met au bout du silencieux. Au bout du silencieux. Donc voilà, plus d'une demi-heure. Plus d'une demi-heure que le cylindre 4 est sous compression. Donc la pression a diminué. Et là, nous sommes passés au vert avec voilà, 20%. Ça correspond à la fuite qu'on entend. Hein. Puis on le laisse de temps, puis ça me vide. Puis je descends, quoi. Ce qui est normal. Hein. C'est normal parce que comme mon compresseur, je l'ai arrêté, il n'est pas mis en compression automatique, il faut l'arrêter. Donc ça vide la cuve, forcément. Je l'avais réglé à 7, la compression de ma cuve, là. À plus de 7, entre 7 et 8. Et la sortie, je l'avais réglée à 7 environ. Et donc là, la cuve a diminué. Hein. Donc ma conclusion, c'est que de toute façon, dès lors de mon premier essai, parce que normalement quand on fait le test, c'est immédiatement qu'on a le résultat. Immédiatement. Et j'étais en jaune, dans le jaune, là vous voyez, avec plus d'une demi-heure de mise sous pression, je suis encore dans le vert. Je suis dans le vert, c'est-à-dire que j'ai 20% de fuite.
en mettant une pression de 5,5 environ bar d'entrée, on a 20% de fuite. Si je lui mets 7% d'entrée, je vais me retrouver dans le 0 fuite.